Allô. Bon, je vous propose de commencer. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir pour recevoir Didier Witkowski. Je vous remercie également chaleureusement de venir nous présenter en avant-première ce gros et très intéressant travail sur l'opinion publique mondiale face au changement climatique. Je vais laisser tout de suite la parole à Dominique, qui va faire également une brève introduction avant de laisser la parole à Didier. Merci, bonsoir à tous. Merci encore Didier d'avoir permis de venir présenter ces résultats en avant-première, encore plus avant-première qu'on ne le pensait. Alors, un mot sur toi, tu es un ancien de cette maison et aussi de l'Université de Paris de l'Alsace. Tu as spécialisé des sondages et des enquêtes d'opinion. Tu as travaillé pendant le président à la Presse avant de rejoindre l'EDF en 2003 comme directeur des études. Et dans ce cadre, tu as contribué ou tu as lancé cet observatoire international climat et opinion publique en 2019, si je ne m'abuse. Et l'année dernière, après 4 ans de résultats, tu as publié avec Daniel Bois, vous aurez peut-être revenir ce soir, il a un empêchement, une synthèse de ses études, donc après 4 ans d'évolution. Alors évidemment, on est impatient de voir ce qu'il en est aujourd'hui, d'autant que l'opinion publique est là évolué assez fortement quand même au fil des années et dans un sens parfois peut paraître un peu étrange. On se retrouve dans une stagnation des préoccupations environnementales, à un phénomène un peu paradoxal d'une perception de plus en plus forte, ça ne se prendra personne, des événements climatiques, mais en parallèle à une tendance à la régression de l'inquiétude sur ce thème et à l'émergence, c'est des éléments intéressants l'année dernière, de l'émergence du climato-scepticisme. On va voir si cette année ça se confirme ou non. Et puis, voilà, c'était, je crois, les deux éléments principaux pour vous continuer de ces études. Et donc, on est impatient de t'entendre sur l'édition 2023. Dominique, merci au groupe Environnement d'accueillir ce soir. Je suis toujours ravi de revenir dans ces lieux, même si je n'ai pas connu cette atmosphère. Effectivement, ce que je vais vous présenter, c'est les résultats de cette enquête qui est assez inédite. Il n'y a pas d'équivalent quasiment. La raison pour laquelle, peut-être vous demandez pourquoi à EDF, du côté de la direction des études, on a lancé une étude comme celle-ci. D'abord, c'est la seule que l'on publie. Et pour une raison qui est qu'à un moment, quand vous êtes un énergéticien bas carbone et que votre métier, c'est de vendre des solutions bas carbone un peu partout dans le monde, la question des opinions publiques est quand même devenue assez importante. Dans les années 2018-2019, on a bien senti qu'il y avait un tournant dans la manière dont se structurait le débat autour du climat dans le monde. C'est-à-dire qu'il y avait un troisième acteur qui entrait, ou un quatrième, qui était des opinions publiques. C'est l'époque des premières marches, etc. Et donc, bon, nous, nos interlocuteurs, c'est beaucoup les gouvernements, les décideurs publics dans les pays, mais de plus en plus, on doit donc être très attentif à ce qui se passe du côté des opinions publiques. Et au fond, en réalisant l'enquête, on s'est dit, mais c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table publique, il faut y publier, parce que en fait, c'est excessivement intéressant. Ça peut être intéressant pour beaucoup de gens, y compris et notamment ceux qui sont attachés à la cause climatique. Et donc, depuis 5 ans, c'est la 5e année. Tous les ans, on rend public les résultats, on les met en ligne, les datas sont téléchargeables, travaillables. Et d'ailleurs, l'année dernière, comme le disait Dominique, on a pris un pas de recul, on a fait travailler des chercheurs, notamment des chercheurs de Sciences Po, autour des 4 ans de résultats. Et donc, les résultats sont téléchargeables sur le site d'EDF, edf.fr/observatoire. Vous pouvez télécharger le livre entièrement gratuitement avec pas mal d'articles. Donc ça, c'était un exercice rétrospectif.
là, on en est à la 5e vague et je viens vous présenter ce soir, vraiment, en grande exclusivité les résultats de la 5e vague. Et je vous demanderai d'ailleurs de respecter l'embargo. Je pense que les résultats seront publiés lundi prochain. Donc, merci de ne pas diffuser ces résultats avant lundi, d'en parler notamment sur les réseaux sociaux. Si vous pouviez éviter, ce serait très sympathique. Alors, ce soir, cette enquête, d'abord, je vais vous la présenter un peu. Il s'agit d'une enquête d'opinion qui est réalisée pour nous, par Ipsos, tous les ans, à la même période, fin de l'été, au mois de septembre, sur un échantillon de 30 pays. Habituellement, 30 pays, cette année 29. Nous n'avons pas pu interroger des citoyens russes pour des raisons voilà, qui tiennent à la politique de sécurité de la Russie et qui interdisent aujourd'hui de poser des enquêtes, de faire réaliser des enquêtes d'opinion en Russie de façon très difficile. Donc cette année, 29 pays. C'est une enquête qui est réalisée online, sur la plupart du temps sur des échantillons représentatifs de 1000 personnes de chacun des pays. Vous voyez qu'on est sur les 5 continents, on représente pas mal des pays qui sont des pays les plus émetteurs de CO2 par habitant, mais qu'on a aussi des pays qui sont du côté de la barrière, notamment des pays de l'hémisphère sud, qu'on a quelques pays africains, en Amérique du Sud, en Asie. En Europe, on ne couvre pas toute l'Europe. Mais l'Amérique du Nord également. Alors, petit avertissement aussi sur les résultats. Quand vous verrez des moyennes mondiales, c'est une moyenne arithmétique des résultats de l'enquête. On n'a pas créé une sorte de modèle d'échantillon représentatif de ces 30 pays au sens où on mettrait chaque pays à leur poids réel. Parce que si on avait fait ça, bah, on regarderait les résultats de la Chine et de l'Inde tout le temps. Et donc, ça n'aurait aucun sens. Donc, au fond, on a préféré garder une sorte de moyenne arithmétique qui n'est pas du coup représentative des populations, mais qui est représentative des opinions de chaque pays. Et ça permet, en gardant cette convention, d'observer les évolutions. Ce que je vais traiter ce soir, c'est le plus possible des questions d'enquête, mais en fait, c'est un peu compliqué de tout traiter. Donc, j'ai choisi de revenir sur cette question à laquelle faisait allusion Dominique à l'instant, qui est la question de la réalité du changement climatique. Nous, on est absolument persuadés et certains qu'il est en train de se passer quelque chose, mais enfin, est-ce que c'est vraiment le cas tout autour de la planète? Comment les populations réagissent d'un point de vue émotionnel et rationnel à cette question du changement climatique qui s'incarne surtout par des catastrophes? Est-ce que ces constats transforment la constatation du changement climatique en priorité politique? Comment se fait le transfert de la crainte, de la constatation à une projection de ces attentes-là sur l'agenda politique de chaque pays? Autre sujet, quand on aborde la question du passage des perceptions aux enjeux politiques, comment joue le climato-scepticisme dans cette affaire? Est-ce qu'il est toujours important? Quelle est son évolution? Et puis surtout, est-ce que c'est vraiment un problème? J'ose poser la question de façon un peu provocante, mais on se posera quand même le sujet. Est-ce que c'est si grave d'avoir un taux, on va voir s'il est important ou pas, de climato-scepticisme de la population mondiale? Et puis pour terminer, 2 sujets, la question de l'action. L'action du point de vue des individus, pour voir comment évoluent, en tout cas en déclaratif, les comportements des citoyens consommateurs, et ensuite, comment sont reçues la plupart des grandes politiques climatiques, les grandes mesures que peuvent prendre les gouvernants dans les différents pays étudiés. On verra que les marges de manœuvre sont assez limitées. Alors, le changement climatique, est-ce que c'est une réalité universelle? Bah, si on prend l'angle des catastrophes, de la perception des événements climatiques, alors oui, il est évident que vous voyez un peu partout sur la planète, les gens disent être témoins d'un certain nombre d'événements, mais il y en a 2 quand même qui marquent beaucoup plus les populations. C'est la question des fortes chaleurs et des canicules. Ça, c'est très net. Vous voyez qu'on a un résultat de 63% et vous verrez le détail ensuite par grandes zones géographiques. C'est vraiment partout. Autrement dit, le changement climatique, pour la plupart des habitants de cette planète, c'est un réchauffement climatique. C'est-à-dire que c'est l'augmentation de la chaleur, ou en tout cas la production régulière
de canicule, d'ailleurs qui provoque une sorte de dérèglement des saisons quand vous avez des pics de chaleur, voire des hivers dont les températures montent. Donc, une indifférenciation des saisons qui est assez perçue. Ensuite, ben, avec des taux de 30%, ça veut dire que vous avez des variations selon les zones géographiques, que tout le monde n'est pas confronté aux mêmes catastrophes, c'est-à-dire des inondations, l'assèchement, les grands feux de forêt, etc. Les grands feux de forêt, c'est, vous voyez, 20% de la population mondiale qui dit avoir constaté, avoir subi ces dernières années les phénomènes suivants. Alors, voilà la répartition par grandes zones géographiques où, vous voyez, on voit tout en haut les canicules avec des taux, des pourcentages qui sont quand même assez, vous voyez, assez élevés, assez consensuels, le dérèglement des saisons. Vous voyez tout de suite une spécificité française, c'est que la France est un des pays qui semble, du point de vue du regard des habitants, le plus confronté à la question des canicules et des fortes chaleurs, avec des taux, vous voyez, de 72% de citation. Je rappelle quand même qu'on est en septembre 2023 et qu'on sort d'un hiver qui n'a pas été particulièrement chaud. Certains disent qu'on a même été un peu pourri au tournant du mois de juillet, la fin juillet, début août. Et puis l'autre événement qui a fortement marqué les Français, c'est les sécheresses. L'assèchement des cours d'eau, 38%, c'est plus qu'ailleurs. Donc la France, qui est un pays de ceux qui se réchauffent le plus, sur un continent qui se réchauffe aussi plus vite que la moyenne, vous voyez, enregistre, en fait, l'enquête, elle joue son rôle de sismographe, si vous voulez, j'allais dire de thermomètre, presque, de la manière dont les Français perçoivent aujourd'hui les événements. Ben, vous voyez aussi cette diversité de perception selon les zones, hein, que toutes les zones géographiques ne sont pas, ne voient pas tout à fait la même chose partout. Ce qui est important, c'est que la très forte majorité des personnes interrogées considèrent que ces événements sont bien le signe du changement climatique. Et c'est là où on connecte quand même avec la question du changement climatique, avec un taux qui est à 80%, et même 43% qui disent oui, tout à fait, donc ils sont excessivement convaincus, vraiment convaincus que tout ça, c'est quand même aggravé ou provoqué par le changement climatique. Ce qui veut dire qu'on a à peu près les mêmes résultats quand on pose une question qui est la question, est-ce que vous constatez les effets du changement climatique du coup chez vous? Donc on a également, vous voyez, ce taux de 78%. Vous remarquerez quand même que du côté de la France, on est un peu en deçà de la moyenne, alors même que je viens de vous montrer que la constatation, le fait d'être confronté notamment aux fortes chaleurs, l'assèchement, les sécheresses, etc., est très fort en France, mais pour autant, quand on pose la question à des Français, est-ce que vous avez le sentiment de confronter aux effets du changement climatique, ben, en moyenne, c'est quand même moins fort, 69%, que la moyenne mondiale qui est à 78%, et puis des pays, vous voyez, notamment d'Amérique du Sud, on va le voir, où les résultats sont très élevés. Et donc, sur la planète, on n'a pas tout à fait exactement la même intensité de confrontation au changement climatique. Vous avez au fond, à droite, plutôt les pays du Sud, et notamment l'Amérique du Sud, car si on est une moyenne globale de 78, on monte à plus de 90 en Amérique du Sud, et en revanche, l'Australie, l'Europe, l'Amérique du Nord, donc les pays les plus développés, sont pour des taux plus faibles. Mais ce qui frappe, ce n'est pas tellement le chiffre global, c'est surtout l'intensité, c'est-à-dire le pourcentage de réponse tout à fait. Les gens qui sont vraiment convaincus de voir les effets du changement climatique, là, on a un rapport qui peut aller de 1 à 2 entre, vous voyez, l'Australie, l'Europe d'un côté, où on n'a que 25% des gens qui vous disent oui, oui, tout à fait, je vois les effets du changement climatique. Donc ça vous donne déjà une première frontière nord-sud implicite, qui est l'intensité de la confrontation. Le changement climatique, c'est quand même beaucoup plus l'affaire, en tout cas du point de vue des perceptions, des pays du Sud. Et pourtant, on peut quand même se poser la question, est-ce que changement climatique, il y a encore un doute ou pas? Eh bien oui, il y a encore un doute. Et le plus étrange, c'est que quand vous posez la question qui est assez simple, au fond, qui est, d'après vous, est-ce qu'on est en train de vivre un changement climatique ou non? Alors, vous avez une réponse qui est très majoritaire, oui, mais vous voyez que associer le certainement et le probablement, c'est pas tout à fait la même idée, c'est même pas du tout la même idée. Donc, on peut dire aujourd'hui que les gens qui sont vraiment convaincus que la planète est confrontée à un changement climatique, c'est même pas les 2 tiers de la population, et que vous en avez à peu près un tiers qui a un doute, qui dit oui, probablement.
Probablement pas, et certainement pas, pardon, c'est certainement pas, et pas probablement pas, non, c'est que le négativisme, vraiment l'affirmation, mais on est encore dans un domaine où bah, c'est comme la science, il peut y avoir du doute, les phénomènes, voilà, on n'est pas encore tout à fait certain. Donc, il faut accepter qu'on soit encore dans une situation où bah, c'est pas tous les habitants de la planète ne sont pas absolument certains. Et regardez comment ça se distribue sur les zones géographiques, c'est très impressionnant. De voir à quel point, une fois encore, la certitude, elle est plutôt du côté de l'Amérique du Sud, des pays africains, du Moyen-Orient et de l'Asie, et à quel point, en Europe, en Amérique du Nord, on ne dépasse pas les 55% d'Européens qui sont certains de vivre un changement climatique. Donc, c'est-à-dire que dans la zone où on a le sentiment que la mobilisation est la plus forte, où les pouvoirs publics ont engagé le plus de politiques climatiques, sont une sorte un lieu leader de la lutte pour le climat dans le monde, bah, les populations sont celles qui, paradoxalement, affichent un certain doute. Et regardez même le résultat de la France, hein, qui n'est pas particulièrement glorieux, hein, c'est 53% des Français qui nous répondent dans cette enquête, et de façon assez stable, hein, au fond, depuis le début, hein, que oui, bah, peut-être que ce n'est pas encore totalement certain, en tout cas 63% sont convaincus, mais le reste, non. Et alors, ce qui est très étonnant aussi, c'est que quand on regarde la corrélation entre cette certitude du changement climatique, de l'existence du changement climatique, et le nombre de catastrophes auxquelles les pays sont confrontés depuis 10 ans. Cet indice, alors c'est pas uniquement le nombre de catastrophes, c'est ce qu'on appelle l'IRC, qui est calculé par German Watch, qui est une ONG qui calcule cet indice depuis 16 ans, et qui met en relation non seulement le nombre de catastrophes, mais aussi ses conséquences sur les infrastructures, l'économie, je pense qu'il compte même les décès, etc. Donc, on est au-delà de compter le nombre de catastrophes, on est aussi sur une mesure qui permet de... Alors, ce n'est pas tout à fait exactement la vulnérabilité au sens du GIEC, mais on s'en approche un peu et ça permet d'avoir un indice tout à fait intéressant. Ça vous montre que si vous êtes le plus à droite, vous êtes dans un pays très vulnérable. Hein, donc, l'Inde et le Japon font partie des pays considérés, pas considérés, en tout cas calculés comme étant les plus vulnérables versus Singapour ou les Émirats ou l'Égypte. D'ailleurs, il y a des pays qui peuvent, je veux dire, on est un peu étonné de les voir bas dans le classement. Et quand vous mettez la correspondance entre, vous voyez, la certitude et l'indice IRC, bah, vous avez une corrélation très faible de 0,29. Donc, ça veut dire même que la pédagogie des événements ne marche pas. Ça veut dire que non seulement la multiplication des catastrophes climatiques, mais aussi l'enregistrement des effets de ces catastrophes sur le pays n'est pas suffisante pour faire la démonstration auprès des populations que oui, c'est un changement climatique. C'est-à-dire qu'il y a une capacité d'interprétation, de réinterprétation, de réencodage des événements qui appartient aux citoyens un peu partout sur la planète et dont on voit bien qu'elle est quand même très hétérogène. Si on peut regarder la différence des résultats entre, par exemple, à vulnérabilité égale, entre un Chinois et un Colombien, entre un Australien et un Chilien, vous voyez qu'on ne voit pas du tout le monde de la même manière. Alors justement, on va essayer de voir comment les gens réagissent à cette question des catastrophes climatiques, voire du changement climatique s'ils l'interprètent comme ça. D'abord, est-ce que le climat, c'est une inquiétude pour tout le monde, et pour tout le monde sur la planète? Alors, quand on mesure cette préoccupation avec une échelle qui va de 0 à 10, on a 43% de la population mondiale qui choisit des échelons de 9 à 10, donc les échelons les plus élevés sur l'échelle de préoccupation. Alors, vous me direz, 43%, c'est quand même beaucoup, parce que les échelons 9 à 9, 0 à 9, ils sont très exigeants, effectivement. Bon, oui, mais en même temps, le reste, évidemment, ne nous dit pas qu'il est préoccupé à l'extrême. Donc, vous voyez que l'inquiétude, il y a un dégradé de l'inquiétude. On n'est pas ou inquiet ou pas inquiet. C'est l'avantage de cette échelle, c'est de permettre de nuancer le jugement. Là aussi, on va retrouver essentiellement nos pays du Moyen-Orient, de l'Amérique du Sud, qui déclarent être vous voyez, les plus inquiets. Et de nouveau, nos pays européens et américains, qui sont quand même plus, je ne dirais pas tranquilles, mais qui sont moins, vous voyez, moins préoccupés, avec des taux là aussi qui varient quasiment du simple au double. Hein.
entre vous voyez, les Européens, les Américains, ou les Américains du Sud, ou les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique. Et cette fois-ci, il y a un vrai lien entre l'inquiétude et le taux d'IRC, avec une corrélation qui monte à 0,5, donc qui n'est pas parfaite, mais si on retirait quelques pays atypiques, comme le Japon par exemple, ou Singapour, on montrait assez fortement la corrélation. Ça, c'est une information assez intéressante, parce que ça veut dire que tout à l'heure, vous voyez que du point de vue de l'interprétation du changement climatique, ben, en fait, il y a peu de pédagogie de l'événement. En revanche, au premier degré, la vulnérabilité des pays crée quand même une certaine anxiété, une préoccupation. Même si on ne l'interprète pas comme étant du changement climatique, enfin quand même, le niveau de préoccupation est assez élevé. Oui. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il n'y a pas les États-Unis sur ce graphe? Oui, absolument. Les États-Unis ne sont pas calculés dans l'IRC. Et je ne sais pas pourquoi. Jean Moche n'explique pas pourquoi les États-Unis ne se sont pas calculés. Je sais pas si c'est. Je pense pas que ce soit l'absence de données, mais effectivement. Oui. Bien, vous avez. Alors, il y a la préoccupation, et puis aussi, on permet dans l'enquête de qualifier le sentiment, les sentiments qui sont ressentis par les publics. Et voilà, on propose un groupe de 6 termes, qui sont évidemment étagés, qui vont de la sérénité à l'angoisse. Et alors, je ne dis pas que c'est de l'éco-anxiété, hein, parce que l'anxiété climatique, elle est assez définie maintenant, quasiment d'un point de vue médical ou psychiatrique. Là, ici, ce n'est pas le cas. Les gens me disent 30% ici de la population, quand même, nous dit être angoissée par le changement climatique, avec là quelque chose qui est peut-être un petit légèrement différent de ce qu'on voyait tout à l'heure sur le fait de constater les effets, c'est que on a un niveau d'angoisse qui peut être un peu supérieur, notamment chez les Australiens, par rapport à ce qu'ils perçoivent de la certitude du changement climatique. Et là, cette fois, on a les pays d'Asie qui s'expriment beaucoup plus angoissés, en tout cas qui choisissent quasiment un habitant de ces pays, 1 sur 2 choisit l'angoisse pour décrire les sentiments qui l'habitent face au changement climatique. On a ensuite quelque chose qui est plus étagé et qui ne correspond pas tout à fait à la hiérarchie qu'on a, notamment, vous voyez qu'en Amérique du Sud, les gens qui se disent angoissés sont plus faibles que sur les taux. Autre élément intéressant, ce n'est pas les plus jeunes qui sont les plus angoissés. Alors, ça traduit le fait que, d'une manière générale, dans l'ensemble de l'enquête, depuis le début, pour nous, la génération climat, ça n'existe pas. On ne la voit pas dans l'enquête, ni dans celle-là, ni dans d'autres. En fait, ce qui est en revanche plus clair, c'est que si les jeunes ne sont pas plus angoissés, les plus âgés le sont moins. Et ça, c'est quelque chose qui est assez régulier. On le voit aussi sur la question du climato-scepticisme, c'est que les personnes de plus de 60 ans sont en général plus en doute, remettent, et en plus, émotionnellement, vous voyez, choisissent moins l'angoisse, en tout cas décrivent leurs sentiments d'une autre manière. Il y a un autre élément qu'on a introduit dans l'enquête cette année, qui nous a quand même surpris par son ampleur, c'est que les catastrophes climatiques, quand même, ça génère une crainte, c'est la crainte d'être délogé par l'évolution du climat, c'est-à-dire la crainte de ne plus pouvoir habiter là où on va habiter. Alors, quand on regarde un peu le résultat au global, c'est quand même 35%. C'est un tiers de la population mondiale qui dit, ouais, il y a une chance. Alors, ce n'est pas certains c'est 10%. On dirait quand même une personne sur 10 dans le monde qui dit que certainement, je ne pourrai plus habiter là où j'habite dans 10 ans. C'est pas mince. Le probable est à 24, oui, donc 35. Donc quelque chose qui, on voit bien, est en train de travailler les opinions publiques un peu partout. Cette idée que ce n'est pas uniquement le fait de voir régulièrement des catastrophes, c'est que ça va avoir des implications beaucoup plus profondes sur la vie quotidienne. C'est une crainte qui est très concentrée en zone équatoriale. Ce n'est pas les pays du Sud contre les pays du Nord. C'est plutôt, vous voyez, les pays qui sont plutôt au nord enfin, pas très, on va dire, peut-être dans le cercle tropical, on va dire, mais plutôt, vous voyez, dans cette zone centrale. Et c'est plus le Nigeria que l'Afrique du Sud. C'est plus, vous voyez, la Colombie que le Chili et l'Inde très fortement. Donc, des pays qui sont
peut-être regarder si la question de la submersion est plus aiguë dans ces pays-là, mais en tout cas, on a une vraie crainte. En France, c'est pas complètement neutre non plus, cette question, hein. En France, vous avez un quart de la population qui dit c'est possible. Et en plus, l'enquête a été réalisée bien avant les inondations de ces dernières semaines. Vous avez même 8% de la population qui dit c'est certain. Donc on voit bien là ici à quel point aussi le débat sur le changement climatique va peut-être pivoter dans les années qui viennent, hein. J'y reviendrai autour de la question de l'atténuation vers l'adaptation, parce que ces questions-là commencent à travailler les publics, évidemment, pas que dans les pays du Sud. Alors, est-ce que tous ces constats forment une sorte de logique qui interpelle les gouvernants et qui fait que les opinions publiques vont commencer à faire pression pour que le sujet monte dans l'agenda politique de la plupart des nations? Est-ce que il suffit d'être inquiet pour en faire une priorité? Si je pose la question comme ça, c'est que vous avez sans doute deviné que ce n'est pas tout à fait être le cas. Bon, d'abord, constatons une chose d'abord sur la place de l'environnement globalement dans l'ensemble des problèmes auxquels sont confrontés les gens. Est-ce que la question environnementale reste un problème important pour la plupart des gens? Bah, c'est pas si mal. C'est pas si mal parce que quand on pose cette question et qu'on met la question de l'environnement en termes de préoccupation avec d'autres sujets qui sont des sujets parfois liés à la capacité de subsistance, hein, évidemment, et depuis 2 ans, je pense que je ne sais pas si j'ai mis l'évolution, on verra. Évidemment, la question du coût de la vie a flambé ces 2 dernières années, hein, elle est vraiment très, très, très en tête, suivi la question des inégalités, de la pauvreté et du système de santé. Mais l'environnement, 43%, voilà, ça dépend un peu des années, 3e, 4e place, ça reste un item maintenant qui s'est installé comme un item de fond qui est quand même à un niveau comparable à des taux, ouais, à des thématiques importantes comme le chômage, la corruption, etc. Bon, en réalité, cette moyenne, elle est un peu trompeuse et elle nous raconte pas tout à fait exactement l'histoire. Parce que quand on regarde comment s'étagent les priorités par grandes zones géographiques, on voit bien qu'au fond, l'environnement est dans le top 5 des priorités des habitants dans les pays plutôt occidentaux, et une nouveauté en Asie cette année. Alors que depuis 4 ans, même en Asie, l'environnement n'était pas du tout dans le top 5 des priorités. Alors il faut dire que le coronavirus vient de quitter la scène, seulement cette année, et qu'il y a eu un effet de rattrapage, je pense. Mais bon, on voit le monde est un peu scindé en 2 zones. D'un côté, Amérique, Europe, Asie, qui considèrent que l'environnement doit faire partie de l'agenda, en tout cas fait partie des préoccupations. L'inflation, c'est partout, mais vous voyez, tout à l'heure, on parlait de la santé. En fait, la santé, c'est un problème de pays riches, et c'est un problème de pays vieillissants. Parce que la santé, c'est souvent une thématique qui est mise en avant par les personnes les plus âgées. Et donc, partout, un peu de pauvreté et d'inégalité, mais vous remarquerez aussi qu'il y a un item qui a complètement déserté le haut du classement dans les pays occidentaux, c'est le chômage. Le chômage a disparu depuis 3-4 ans, mais le chômage, lui, n'a pas disparu du tout en Amérique du Sud, ni en Afrique, ni en Asie. Et donc, dans ces pays-là, la délinquance n'arrive pas à concurrencer des thématiques qui sont localement très importantes, comme la délinquance et la violence en Amérique du Sud, les questions de corruption, les questions de chômage, qui font que, pour ces habitants, la question environnementale, elle peut assez légitimement parfois passer un peu derrière des questions qui sont plus essentielles pour la subsistance au quotidien. Et le climat dans tout ça, alors le climat, pareil, est-ce que c'est une priorité dans tous les pays? Là, on va le comparer avec d'autres enjeux environnementaux cette fois. Et là, le climat, oui, s'impose comme étant, j'allais dire, la mère de toutes les batailles écologiques, au-dessus des pollutions, avec des taux, vous voyez, qui sont, quand on cumule toutes les réponses possibles, on a quelque chose qui tourne autour de 40-45% avec les différentes pollutions, les pollutions de l'eau, de l'air, des déchets du plastique. Mais le climat est au-dessus, et surtout, le climat, vous le voyez, obtient 23% de première citation. La première citation, ça veut dire que sur l'ensemble de la planète, vous avez un quart de la population qui répond la première préoccupation environnementale, c'est le climat.
Et c'est la seule thématique qui est capable de faire un score comme celui-là. Donc là, on peut dire quand même que la question climatique s'est installée tout en haut des priorités quand on parle d'environnement. Maintenant, c'est un peu comme sur les priorités globales avec l'environnement, il y a une concurrence des périls qui s'est installée, et qui s'est installée, encore une fois, plutôt dans les pays du Sud. C'est-à-dire que quand on regarde notamment la première réponse, bah, la première réponse, c'est plutôt dans les pays du Nord. Et donc, il y a quand même une contradiction assez étonnante, c'est que le ressenti du changement climatique, la constatation des effets, et souvent l'inquiétude est la plus forte dans les pays du Sud, mais la priorité, c'est les pays du Nord. C'est très clair, hein, vous voyez Australie, encore le Nord, évidemment, je mets l'Australie, au fond, vous voyez que c'est un raccourci pour dire les pays les plus développés ou les pays riches. Tout à l'heure, je vous montrerai un classement avec les taux de PIB, hein, ça marche de la même manière. Australie, Europe, Amérique du Nord, j'ai retenu uniquement les thématiques qui étaient capables de recueillir un score de plus de 10%, 10% au moins de première citation. Il y en a très peu au Nord, au fond. Vous avez la pollution de l'air, oui, en Europe, en Amérique du Nord, et puis la question des déchets du plastique. En revanche, quand vous êtes au Moyen-Orient, en Afrique ou en Amérique du Sud, vous avez une concurrence des périls qui est très importante et qui fait que pour les habitants de ces pays-là, oui, il y a le climat, mais oui, mais il y a les déchets qui nous polluent quasiment au quotidien. Il y a la question de la pollution de l'air, très importante dans toutes les métropoles du Sud, et la question de la pollution de l'eau. Donc, il faut là aussi admettre que la question du climat, oui, bien sûr, elle s'impose partout, mais en termes d'acuité, en termes d'intensité, c'est surtout un problème des pays du Nord. En tout cas, ce sont les populations du Nord qui considèrent que le climat, aujourd'hui, c'est la mère de toutes les batailles écologiques. Dans le Sud, on a beaucoup plus de mal à faire passer le climat devant tout le reste. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans l'idéologie, en tout cas la manière dont on interprète cette question du climat. Et depuis le début qu'on parle de la relation entre le climat et la question de la relation des opinions publiques avec le climat, il y a cette question du climato-scepticisme. Alors où est-ce qu'on en est? Ben, on en est, vous voyez, à ce schéma qui fait que vous avez à peu près 2/3 de la population mondiale, 64% cette année, qui déclare que le changement climatique existe et il est d'origine humaine. De l'autre côté, vous avez un grand ensemble de 36% qui regroupe deux sous-ensembles, on va dire les climato-sceptiques hard, sont tout en bas, sont ceux qui considèrent, qui disent que non, il n'y a pas de changement climatique, ou même qu'on ne peut pas le savoir. Donc là, qui ne répondent pas oui à la question, est-ce qu'il y a un changement climatique ou pas? Et puis, il y a un sous-ensemble plus important, 27%, sont ceux qui disent, oui, il y a un changement climatique, mais il n'est pas d'origine humaine. Il est d'origine naturelle, où on ne peut pas savoir quelle est son origine. C'est 27%. Si on regarde l'évolution, cette année, on a freiné la chute. Bon, je dis on a freiné la chute, je ne suis pour rien. En réalité, on assiste bien à une pause dans une dégradation qui était quand même continue depuis 4 ans et qui voyait monter en fond l'explication naturelle versus le changement anthropique. Et de façon assez préoccupante. Bon, ce qui fait que quand même, depuis 2019, on a quand même perdu 5 points autour de cette explication anthropique. Quels sont les pays, comment les pays se positionnent par rapport à cet indicateur? On les a classés en 4 groupes. Alors, on n'a pas pris les pays qui sont un peu moyens, on a pris vraiment les pays qui sont saillants, hein, quand on prend l'historique des 4 premières vagues. Bah, les pays qui sont les plus persuadés des origines humaines, on ne sera pas tout à fait surpris d'y retrouver des pays d'Amérique du Sud. Donc, on voyait tout à l'heure qu'ils étaient aussi les plus inquiets, les plus confrontés au changement climatique. Et donc, on va retrouver Chili, Colombie, Brésil, Mexique. Italie, qui est une petite spécificité européenne, un pays qui est très mobilisé sur le sujet, Turquie, Singapour, Corée. Du côté des pays qui sont, alors, plus climato-sceptiques, il y a de plusieurs manières d'être climato-sceptique. Soit vous êtes des pays dans lesquels il y a un taux particulièrement important de négationnistes, gens qui disent qu'il n'y a pas de changement climatique. C'est le cas de l'Australie, ce qui ne vous surprendra peut-être pas complètement compte tenu des politiques, en tout cas de la couleur politique jusqu'à très récemment. Hein.
du gouvernement australien qui était ouvertement climato-sceptique, mais on a affaire à des populations qui, en tendance, sont plus climato-sceptiques, et aussi la Suède. Ça, ce sera peut-être un peu plus étonnant pour vous. La Suède, on a souvent l'image des pays scandinaves comme étant particulièrement pionniers et pro-environnement. Bah, en fait, la Suède, voilà, la Suède, il y a un bon score de climato-sceptiques. Vous avez des pays qui sont aussi climato-sceptiques, dans lesquels on a à la fois du changement naturel et du négationnisme. La Norvège, on y retrouve évidemment les États-Unis, la Chine, ça vous surprendra moins, les Émirats, l'Arabie Saoudite. Et puis du côté du climato-scepticisme soft, le Japon, le Maroc, la Russie. Autrement dit, vous avez tout de suite remarqué une telle logique, c'est que les pays qui sont producteurs d'hydrocarbures, qui sont producteurs d'énergie fossile, dont l'économie dépend de la production de ces fossiles, dans le cas de l'Australie, hein, gros exportateur de charbon, pas tellement consommateur, mais gros exportateur de charbon, par exemple, ben, évidemment, une partie de votre économie est liée aux industries extractives, aux industries fossiles. Et donc, c'est quasiment, c'est pas que de l'abstrait. C'est aussi des emplois, c'est aussi des connaissances, et voilà, ce sont aussi des industries qui irriguent, qui ont une capacité de persuasion, de lobbying, qui fait que, eh bien, dans ces pays-là, vous voyez que la Norvège, gros producteur de pétrole, est un pays qui ne voit pas forcément d'un bon œil, du côté de ses habitants, une offensive contre les énergies fossiles. C'est aussi simple que ça. En France, là aussi, on a perdu du terrain, hein, du côté du changement anthropique. Alors, les résultats sont quand même étaient meilleurs qu'ailleurs dans le monde. Enfin, aujourd'hui, l'écart, oui, sont de 5,35, on est quasiment dans la moyenne mondiale. Il y a une spécificité française, c'est que depuis 2 ans, on voit une tension plus importante, qui est une tension sociale entre les catégories aisées et les catégories moyennes ou catégories modestes. C'est le graphique que vous voyez à droite. Jusque dans les années 2020, 2021, il y a très peu de différence sur cette question de l'origine anthropique. Tout le monde est à peu près d'accord. Depuis 2021, depuis 2022, bah, vous voyez que les catégories populaires ont décroché. Et sur cette question de l'anthropisme, ben, on a 10 points d'écart en 2022. On a aujourd'hui 16 points d'écart entre les cadres, entre les populations à haut revenu et les bas revenus. Je dis les cadres, c'est pas raccourci, mais on est là plutôt sur une échelle de revenus. Donc, alors, il n'y a pas non plus de quoi sonner le tocsin, ça reste 61% chez les catégories modestes, bon, dans un rapport de force qui est quand même 60-40, mais néanmoins, on voit ici la trace d'un certain nombre de débats très français autour de l'utilisation de la voiture, autour de la mise en utilisation d'un certain nombre de modes de vie, dont les catégories modestes peuvent estimer qu'elles sont injustement désignées et victimes de ces politiques. Là, je pense qu'on en voit un petit peu la trace ici, sur un sujet qui est pourtant un sujet de principe, mais qui consiste en fait à jeter un peu le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'au fond, quand vous avez des politiques publiques, vous avez le sentiment qu'elles vous agressent au quotidien, qu'elles agressent vos modes de vie, alors que vous n'y pouvez rien, que vous êtes dépendant de la voiture et qu'on vous accuse constamment de criminel climatique, eh bien, vous avez tendance à rejeter, au fond, ceux qui éditent ce type de politique, en tout cas ce type de discours, qui sont souvent aussi, ils vous l'apportent au nom du changement climatique d'origine humaine. Et donc, il y a sans doute une partie de la population qui rejette l'argument très, très en amont avec la politique publique qu'on souhaite appliquer. Bon, alors maintenant, est-ce que c'est si grave, le climato-scepticisme? Parce qu'évidemment, tout le monde s'excite beaucoup sur cette question, c'est terrible, c'est étonnant, et effectivement, un des grands actes du bouquin qu'on a sorti l'année dernière, c'est de dire, bon, en fait, tout ne se passe pas comme prévu. C'est-à-dire que nous, on imaginait assez naïvement qu'il y avait une sorte de lien mécanique entre la multiplication des catastrophes climatiques, la prise de conscience, et du coup l'intégration du fait que c'est bien l'homme qui est à l'origine et que ça justifie des politiques climatiques ou un changement de comportement. C'est pas tout à fait ce qui se passe. Mais est-ce que c'est si grave? Ben, en fait, mon camarade Daniel Bois, avec qui on a dirigé le livre l'année dernière, a montré que quand on regarde les attitudes de ces deux catégories, les climato-sceptiques et les climato-convaincus, notamment le nombre de gestes, d'actions individuelles qu'ils font au quotidien. On verra les questions tout à l'heure.
fait de trier ses déchets, le fait d'éviter de prendre la voiture, etc. Il a fait, voilà, il a compté le nombre d'actions. Bah, les climato-sceptiques, ce ne sont pas des criminels climatiques, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne se comportent pas de façon très, très différente des autres. Comme si, vous voyez la différence entre ceux qui pensent que c'est d'origine humaine et ceux qui pensent que c'est d'origine naturelle. Regardez les écarts. Alors oui, il y a un écart, mais c'est pas abyssal. 32, 24, 26, 21. Oui, les climato-convaincus sont un peu plus, ont l'air de faire des choses, un peu plus de choses. Enfin, c'est pas non plus, c'est pas énorme. Donc, entre le fait d'énoncer cette opinion sur les origines du climat et l'action, il y a un gap. Et il y a aussi assez peu de différences, il y a des différences, mais pas énormes non plus, sur l'acceptabilité des politiques publiques. Donc la réception d'un certain nombre de mesures, je vous montrerai tout à l'heure, mais qui sont, vous voyez, qu'on a étagées aussi, hein. Regardez l'écart, hein. L'acceptation de 12 mesures et plus, c'est 33% chez les climato-convaincus, 26% chez les climato-sceptiques. Il n'y a pas un monde qui sépare ces deux populations-là. On peut considérer qu'une certaine manière, elles sont assez semblables. Donc, le fait d'énoncer cette opinion tient peut-être à des options idéologiques, voire politiques, un écho d'une sorte de mise en cohérence avec des schémas de pensée plus globaux sur la société, mais ne se transfère pas forcément ni sur les actions, ni sur l'acceptabilité des mesures. Et je vais vous montrer ce point-là parce que c'est je pense, un des points qui peut-être explique cette situation française. C'est qu'en France, on n'a notamment pas la polarisation politique sur le climato-scepticisme qu'on a par exemple aux États-Unis. Vous voyez à quel point aux États-Unis, la position sur le climat, elle est quasiment aujourd'hui structurante, elle définit quasiment l'identité d'un démocrate et d'un républicain. Quand vous êtes républicain, vous êtes climato-sceptique. Vous voyez la différence. 72-28 pour un démocrate, 34-66 pour un républicain. C'est abyssal. Il faut dire aussi, voilà, aujourd'hui, il y a un lien quasiment consubstantiel entre les deux identités. Regardez les résultats en France. En fait, il faut vraiment aller sortir les RN. Je n'ai pas fait un sous-total républicain RN, parce que quand j'ai fait le sous-total, je me dis en fait, bah non, même à droite, vous voyez que l'échelle gauche-droite, bien sûr, ça fonctionne un peu. Bien sûr, on est moins climato-convaincu à mesure qu'on se rapproche de la droite. On remarquera à quel point il y a assez peu de différence d'ailleurs du côté des centristes. Là, ici, on avait des sympathisants de ex-La République En Marche, de Renaissance. Et même chez les républicains, on est très très loin des républicains américains. Alors, oui, au RN, 43-57. Mais même pas au niveau, à nouveau de ce qu'on voit aux États-Unis. Donc le fait que la politique française ne se structure pas essentiellement sur cette question du climat apaise un peu quand même le sujet et fait qu'on n'a pas des options radicales différentes entre les deux populations. Il y a une autre, on parle beaucoup de climato-scepticisme, enfin il y a aussi le climato-relativisme. Alors ça, c'est un autre indicateur, mais qui est quand même assez étonnant. C'est quand on pose la question des conséquences du changement climatique. Est-ce que vous pensez que les conséquences du changement climatique, c'est essentiellement des conséquences négatives, des positives, ou autant positives que négatives? Bah, voilà le résultat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde, vous avez un peu moins de 6 habitants sur 10 qui vous dit que ça ne va avoir que des conséquences négatives dans son propre pays. Bon, il n'y a que 3% de gens un peu étranges qui considèrent que ça va n'avoir que des conséquences positives. Vous avez 11% qui ne répondent pas, donc qui ne dit pas que ça va avoir des conséquences négatives, et 27% qui disent bah autant les deux. Il y a du bon, il y a du pour, il y a du pour et du contre. Assez étrange, et pourtant, alors les résultats sont en baisse cette année, mais ils sont en baisse du côté du autant négatif que positif, ça monte du côté du négatif. Donc là, on est quand même dans un rapport en gros 60-40. Et on va retrouver du côté des pays qui s'accommoderaient beaucoup plus finalement du changement climatique, des pays où on est quand même assez étonné de les trouver là, notamment les Allemands. L'Allemagne, 37%. Il y a 37% des Allemands qui disent, bah, après tout, s'il fait un peu plus chaud. Et c'est ça l'idée qui est derrière. Hein. Je vous ai montré tout à l'heure qu'en fait, le changement climatique, c'est un réchauffement climatique. Et vous avez beaucoup de pays, on a des résultats comme ça en Belgique, en Allemagne, en Norvège, des pays qui se disent, s'il fait un peu plus chaud, on n'a pas la réponse des Russes. Les Russes sont devenus grands exportateurs de céréales grâce
à la fonte du permafrost, en tout cas au dégel d'un certain nombre de terres qui deviennent des terres cultivables. Donc, ces populations-là peuvent avoir un regard assez étonnant, mais qui est que le changement climatique, il n'y a pas que du mauvais. Et la France, la France, on est bien aussi, hein, 52%, c'est-à-dire qu'on est même inférieur à la moyenne mondiale. Vous voyez qu'on a 32% de gens qui réussissent à se tranquilliser et 15% qui ne prennent pas parti sur cette question, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'osent pas trop répondre, mais à mon avis, ils n'en pensent pas moins. Bon, ça veut dire que même en France, vous avez quasiment la moitié des Français, pas tout à fait, mais qui pensent que, bon, changement climatique, après tout, si on fait du vin en Bretagne, et si à Paris, on a la température de Marseille, bon, pourquoi pas. Un peu inquiétant, mais c'est ce qui est bien, ce qui est à l'heure. Alors, on va voir maintenant, est-ce que tout ça freine, accélère, ou en tout cas un quelconque impact sur les actions individuelles et comment elles évoluent. Puis on regardera un petit paradoxe intéressant sur la question des actions. Quand on regarde les actions que font les publics, là aussi on a une palette assez importante, et on retient ici le score des gens qui nous disent oui, je le fais systématiquement ou presque. Ça permet vraiment d'avoir, avec cette modalité-là, les gens dont on est à peu près sûr qu'ils le font effectivement, peut-être pas systématiquement, mais avec une fréquence qui font qu'ils se distinguent vraiment du reste, et ils se distinguent du reste, mais vous voyez, avec des taux qui dépassent rarement les 25% en fait, de la population, et notamment sur les actions qui sont les vrais leviers de lutte contre le changement climatique. En fait, on a des actions qui sont très pratiquées, mais qui sont des leviers faibles, comme le tri des déchets, sur le fait de privilégier les fruits et légumes de saison. Alors oui, vous me direz, ça permet d'éviter du transport carboné. Bon, oui, certes. L'unité de chauffage, la climatisation, 35%. C'est seulement un tiers. Et en plus, il y a de bonnes chances qu'ils le fassent pour des raisons qui ne sont pas seulement environnementales, mais pour des raisons de budget. Donc, on est sur, vous voyez, des taux qui sont quand même très émergents, qui sont très, au fond, limités dans une marge de 20 à 25% de la population qui fait ces gestes-là, parfois parce qu'elle est en situation de le faire. Je pense au fait de prendre les transports en commun. Prenez les transports en commun parce que vous avez des transports en commun. Du coup, la moyenne, là, elle est quand même un peu trompeuse. Il faudrait les regarder dans les sphères urbaines, etc. Bon, je disais, quand on regarde les évolutions, c'est finalement assez stable à l'échelle mondiale. Ce qui est un peu désespérant, c'est qu'on voyait monter un peu les pratiques depuis 2019 jusqu'à 2021. Cette année, ça baisse. Alors, est-ce que c'est un effet de l'accentuation de la pression de l'inflation, du pouvoir d'achat, etc. Mais dans le monde, en tout cas, vous voyez que les courbes qui étaient plutôt bien orientées ont tendance à se tasser, voire à baisser de nouveau entre 22 et 23. Donc, il y a une dynamique qui est un peu stoppée à l'échelle mondiale. Résultat plus encourageant en France. En France, on voit des choses. En tout cas, on est bien sûr sur du déclaratif, mais tout de même, on voit sur 5 ans une propension à délaisser la voiture plus importante qu'avant. On est passé, vous voyez, sur éviter de prendre la voiture de 22% à 38%. Sur le fait d'éviter de prendre l'avion, sur la limitation du chauffage de la clim, mais là, évidemment, on est sur l'effet de la campagne de sobriété un peu forcée que les Français ont vécu l'année dernière à cause de notre problème d'approvisionnement énergétique. En revanche, ça ne bouge pas du tout du côté de la consommation de viande. On dit qu'il y a un des leviers les plus importants qui est à la main des consommateurs. Vous voyez que là, pour le coup, même en déclaratif, on est vraiment sur quelque chose de très, très flat. Mais même sur les transports en commun, ça monte un peu. Enfin, voilà, en regardant ces chiffres-là, j'ai envie de chausser mes lunettes positives et de dire que quand même, en France, on enregistre quelque chose du côté des transports individuels. Vous me direz, si vous êtes particulièrement rabat-joie, que évidemment, la voiture, le prix de l'essence n'est peut-être pas complètement pour rien. Et évidemment. Évidemment. Alors, le paradoxe, c'est celui-là, c'est la question du lien entre les opinions qu'on exprime sur le climat, la mobilisation personnelle sur le climat et les pratiques. Et est-ce que les pratiques s'alignent avec les opinions? Ben, il y a un paradoxe qui est ce qu'on a appelé l'année dernière avec
quelques chercheurs de la R&D d'EDF qui ont travaillé sur ces sujets-là, qui est le paradoxe de l'avant-garde. Et qui fait que, alors, on a isolé dans l'enquête ce qu'on appelle le public du changement climatique. Le public du changement climatique, qui représente à peu près 28% de la population, c'est cette partie de la population qui, à la fois, prend le sujet climatique au sérieux et qui a envie d'agir, qui pense que l'on peut agir, que l'on doit agir et qui a envie d'agir. Donc, c'est un public qui est particulièrement intéressé au sujet et qui considère que, individuellement, on doit prendre sa part et s'impliquer sur le sujet. Donc, vous avez deux colonnes, la colonne oui, la colonne non. Oui, c'est ceux qui font partie de ce public, le non, c'est ceux qui n'en font pas partie. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que quand on regarde les pratiques déclarées, alors là, il ne s'agit plus de je fais cette traitement presse, là, on enregistre, vous voyez vraiment la fréquence de recours à l'avion, à la voiture et à la consommation de viande, ben, on ne voit pas d'écart sur le recours entre notamment le fait d'éviter de prendre l'avion ou d'éviter de prendre l'avion. Et ça, c'est quand même très étonnant. Ça veut dire que les gens qui sont à l'avant-garde, qui sont vraiment les plus sensibles à la question climatique, ne changent pas fondamentalement leurs habitudes. Sauf sur la consommation de viande, on a effectivement un peu moins, c'est pas la révolution non plus, mais on a effectivement un peu moins de consommation de viande du côté de cette avant-garde. Au fond, donc, comme le titre le dit, les plus conscientisés ne sont pas les plus vertueux. Et en fait, la réponse derrière ce paradoxe, il tient à la position sociale des gens, de ce public. C'est-à-dire que ce public du changement climatique, quand on regarde son profil social, c'est souvent des populations plus éduquées, qui ont des positions sociales plus élevées dans la société, qui sont plus souvent des cadres que des ouvriers. Vous voyez que par rapport à, vous voyez ici l'indice 1, qui est l'indice de référence, vous voyez que ils sont moins nombreux à avoir des niveaux d'études. Pardon, oui, c'est ça, ils sont moins nombreux à avoir de bas niveaux d'études. Enfin, ils ont voilà, une position, un capital culturel et économique plus important. Et donc, en réalité, ils répondent compte tenu de leurs contraintes, qui fait que ces gens-là ont des pratiques qui sont dues à leur position sociale, sans doute la nécessité de recourir à l'avion ou à la voiture de façon plus fréquente, qui font que ils réagissent, y compris lorsqu'ils ont la volonté d'agir. Leur capacité de levier est moins importante parce qu'en réalité, leurs pratiques sont déjà très délétères. Et donc, même s'ils essayent, quand vous êtes très consommateur, si vous utilisez beaucoup votre voiture, si vous faites un petit effort, l'effort, vous avez beau faire un effort, l'effet de levier, il est quand même pas énorme. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que pourquoi est-ce que ça marche sur la viande? C'est parce que sur la viande, il n'y a pas de contrainte. Sur la viande, vous faites agir votre conviction. Et quand il s'agit de recourir moins à la voiture ou à l'avion, vous avez un champ de contrainte qui fait que vous ne pouvez pas réduire votre utilisation de la voiture. Et donc, ça renvoie à cette question classique dans le domaine de la sociologie de l'environnement, c'est est-ce qu'il vaut mieux être conscientisé et riche ou mal informé et pauvre? Eh bien, voilà, je vous laisse me dire la réponse. Mais c'est ça aussi le dilemme, si vous voulez, de ces populations qui sont aujourd'hui très mobilisées sur le climat, c'est qu'en fait, quand on regarde un peu, elles ont des comportements qui sont assez délétères. Alors, politique climatique, des marges de manœuvre un peu assez réduites, j'en termine avec ça. Pour vous dire que, d'abord, ce que l'on voit assez clairement depuis le début de l'enquête, c'est que les gouvernants, partout dans le monde, sont sommés d'agir. C'est-à-dire que c'est de leur responsabilité de changer. Ça reste quand même une question qui doit être régulée, qui doit être prise au plus haut niveau de responsabilité de l'État. Vous voyez que ça ne change pas beaucoup. C'est-à-dire qu'au fond, qui doit s'occuper du changement climatique? C'est le gouvernement, à plus de 70%. Là, c'est la moyenne mondiale, mais il n'y a pas beaucoup on n'a pas beaucoup de différence par zone. Et on a les citoyens et les consommateurs, mais quand même très loin derrière, 43%. Et puis ensuite, vous avez différents acteurs qui sont plus ou moins cités selon les pays et les cultures, qui font que, par exemple, sur les entreprises, en France, on va désigner un peu moins les entreprises que dans d'autres pays, par exemple. Et qui agit? Alors ça, c'est intéressant parce que qui agit? On est plutôt sur quelque chose de positif, c'est-à-dire que la population a le sentiment qu'il y a une conjonction plus forte
d'actions et d'acteurs. Vous voyez que quand on commence en 2019, bon, les gouvernements, c'est quand même 50-50, assez mitigé. Regardez, les gouvernements passent de 48 à 56. Comme si quand même les exécutifs nationaux, un peu partout, donnaient le signe d'une prise en compte de ce sujet un peu plus qu'avant. Un signe plutôt encourageant. Du côté des consommateurs, ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le sentiment de voir les consommateurs autour d'eux changer particulièrement. En tout cas, 1 sur 2, on était déjà 1 sur 2 en 2019. Et puis, ce qui est très spectaculaire, c'est l'émergence des acteurs locaux. Les autorités locales ont acquis une visibilité manifestement plus que les municipalités, c'est-à-dire qu'elles agissent en faveur contre le changement climatique. Vous voyez, on est passé de 36 à 50. Peut-être qu'on a là aussi la conséquence de la multiplication d'un certain nombre de catastrophes climatiques qui sont gérées, dont l'urgence est gérée de point de vue au niveau local. Et ça, c'est un autre point qui me fait penser, moi, qu'on va peut-être aussi, la question de l'adaptation du local, d'adaptation des infrastructures locales au changement climatique va devenir importante quand on voit à quel point les autorités locales sont en train de prendre, il n'y a pas le lead, enfin quand même, elles sont devenues vraiment des acteurs, j'allais dire des acteurs bénévolents, parce qu'en fait, elles ne sont pas désignées comme devant agir, mais elles agissent. En tout cas, c'est ce que disent les populations. Il y a aussi un autre sujet, et ça, c'est un vrai problème, qui est aussi un problème de communication pour la plupart des exécutifs, ou même ceux qui défendent le changement climatique et le changement de comportement, c'est la question du mode de vie. Et ça, on voit bien que l'injonction au changement de mode de vie, ça coince. Et ça coince de plus en plus. Quand on posait la question de qu'est-ce qu'il faut prioriser, est-ce que c'est changer de mode de vie, ou plutôt parier sur des solutions technologiques, un technosolutionnisme, vous voyez, c'est un peu écrit par le progrès technique et l'innovation scientifique, bah alors c'est quand même les modes de vie en premier. Mais maintenant, on est en dessous de 50%. Le technosolutionnisme monte, et dans certains pays, comme en France, le défaitisme aussi arrive à un point qui n'est pas nul. Hein. En France, je crois qu'on est à 16%, je crois, de gens qui disent de toute façon, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Donc cette question des modes de vie, elle commence à irriter. En France, ça reste encore plus accepté que dans la moyenne mondiale. Je dis, c'est ça, vous voyez, 16% de défaitistes qui disent de toute façon, ça ne sert à rien de parler de mode de vie, parce qu'on ne pourra plus rien faire. Les mesures contraignantes, les mesures de politique climatique. Alors, on en teste pas mal, mais je vous montre ici notamment toutes celles qui sont à avoir avec le déplacement, avions et voitures, et taxes et obligations. Ben, en fait, dans la moyenne mondiale, il y a 2 mesures qui sont acceptées, qui peuvent être mises en place sans soulever énormément de résistance. C'est la question des vols courte distance, qui est assez bien admis, vous voyez, par 63% de la population, et la question des taxes sur les véhicules polluants, le malus écologique. Bon, vous me direz, tout le monde ne prend pas l'avion, et tout le monde n'a pas de véhicule polluant. Évidemment, ça favorise un peu. Quand on est sur des choses qui sont plus générales, qui s'appliquent quasiment à tout le monde, c'est-à-dire les taxes, on a des taux d'acceptation qui sont quand même assez moyens, qui dépassent assez rarement le 50-55%, qui ne dit pas du tout des conditions d'une acceptation très, très consensuelle. Et puis, ce qui est très, très piquant à observer, c'est que quand vous décomposez les réponses, l'acceptation, selon le niveau de PIB des pays, on constate une chose qui frappe à l'évidence, c'est que l'acceptation des mesures des politiques climatiques, elle est la plus faible dans les pays développés. C'est-à-dire que c'est dans les pays riches où on refuse le plus toutes ces mesures. La plupart, pas toutes. Mais notamment toutes celles. Alors, là où il y a à peu près consensus, quel que soit le niveau de PIB, c'est le malus écologique, les vols courte distance. Mais dès qu'on arrive aux questions de déplacement individuel, de la voiture, de la liberté des transports et de la taxe carbone, vous voyez que le score bleu marine, hein, des pays à PIB élevé, pays riches, c'est plus faible que partout ailleurs. Donc, les pays européens, les pays américains ont ce problème d'être face à des populations qui sont quand même debout sur les freins, qui veulent de moins en moins entendre parler de changement de mode de vie.
Il y a peut-être une autre explication. Emiliano Grossman, qui a travaillé avec nous sur ces résultats dans cette maison, suggère aussi qu'il y a peut-être dans ces résultats le fait que dans les pays les plus pauvres, l'acceptation est plus élevée parce que aussi la probabilité que ces mesures soient effectivement mises en place est peut-être plus faible. Et que les niveaux, les capacités de régulation, de contrôle, etc., n'étant pas aussi efficaces que dans les pays du Nord, bon, on pense que, ça ne sera jamais mis en place, sans doute pas, avec assez peu d'efficacité et de contrôle, et donc il y aura peut-être des capacités de contournement. Ce qui expliquerait que, voilà, et en plus, ces mesures ne sont même pas à l'étude. Alors que dans les pays du Nord, certaines sont déjà à l'étude, sont déjà programmées. Ce qui a tendance à faire un peu remonter sans doute l'opposition. En tout cas, dans les pays riches, la tendance n'est pas bonne. L'acceptabilité recule sur quasiment tout. Sur 4 ou 5 ans, vous voyez que l'acceptabilité baisse. Donc on est bien dans une phase de crispation qui n'est pas que française, mais qui est le cas. Alors il y a quand même un cas français, c'est la crispation sur la voiture. Là, c'est une comparaison France-Europe sur ces mêmes mesures. Regardez à quel point le taux d'acceptabilité des Français se démarque des Européens sur les péages urbains, sur les péages urbains, thème qui n'est même pas abordé en France. Hein, vous voyez à quel point l'idée de taxer la taxe carbone, 29 contre 40, l'idée de réserver les centres-villes aux voitures électriques, 34 versus 40, et la perspective d'interdire les voitures à essence, qui est un sujet brûlant. C'est un mauvais jeu de mots, 33-43, on voit bien qu'il y a des chances que ça monte à mesure qu'on se rapproche de l'échéance de 2035. Et puis, il y a une autre spécificité française, peut-être alors plus ouverte pour le coup, c'est sur la question des infrastructures. On a posé 3 questions. Est-ce que vous seriez d'accord? Alors, on l'a posé partout sur la planète, mais j'avoue que c'est quand même un débat très franco-français. La question de l'interdiction de nouvelles autoroutes, la question de l'interdiction de la construction de nouveaux aéroports, et puis très française, la question de la densification des villes, en limitant les maisons individuelles au profit d'immeubles collectifs. Voilà les résultats à l'échelle mondiale. C'est pas l'enthousiasme, mais on ne peut pas dire non plus que les populations sont bonnes de blondes, on a des résultats assez partagés à l'échelle mondiale. En France, alors ça vous étonnera peut-être, mais sur la construction des aéroports, on a une population française qui est assez ouverte à cette idée. Là, qui laisse la porte ouverte à l'idée de, bah oui, effectivement, on arrête la construction d'aéroports. Et sur la construction de nouvelles autoroutes, c'est moins l'enthousiasme, mais il y a une possibilité d'engager la discussion. En tout cas, une partie de la population qui entend, qui est prête à accepter cette idée que, alors, dans des pays qu'on considère comme étant déjà très bien équipés et assez équipés. Et mon ami Daniel Bois commente un peu toujours avec humour cette réponse en disant oui, les aéroports, tu parles, c'est pas tout le monde qui prend l'avion, donc la question des aéroports, oui, c'est vrai. Mais quand même, pour un pays qui est habitué à une certaine mystique de bâtisseur, c'est pas rien. Alors, toujours un peu pittoresque, la réponse des Parisiens, par exemple. Est-ce que vous pensez que les Parisiens sont pour ou contre les autoroutes? Contre? Bah non, ils sont plus pour. Enfin, pardon, ils sont moins pour l'interdiction de la construction. Donc, en fait, ils voient les autoroutes de la manière. Voilà. Bah, peut-être parce que pour un Parisien, l'autoroute, c'est fondamental pour quitter Paris, pour partir en vacances, etc. Alors que, bon, ailleurs, c'est moins fondamental. Et puis, voilà, c'est le dernier sujet, mais la question de l'adaptation, pour l'instant, c'est très embryonnaire. On dit oui, est-ce que le gouvernement et les autorités locales s'occupent de l'adaptation de notre pays aux conséquences du changement climatique? On voit bien que pour l'instant, c'est moitié-moitié, et c'est pas très, des réponses pas très convaincues. Vous voyez que le tout à fait, ni pour ni contre d'ailleurs, 12, 11, 35. Bon, on a là aussi, c'est très partagé parce que c'est très contrasté en fait. Vous avez des pays qui ont vraiment pris à bras le corps cette question, pour laquelle la question du changement climatique, c'est la question de l'adaptation tout de suite. C'est l'Inde, c'est Singapour, c'est l'Indonésie qui est en train de déménager sa capitale, hein, je crois. La Chine, tout ça, c'est vraiment la question de l'adaptation, elle est fondamentale. Dans les pays occidentaux, on voit que c'est très encore embryonnaire. La France, la Belgique, l'Italie, le Japon. On est seulement en train, sans doute, de parler d'adaptation. Voilà. J'en ai terminé juste
aller plus loin, en tout cas pour suggérer quelques conclusions et aller un peu plus loin. Moi, je pense que la question des injonctions à agir aujourd'hui, elle ne se heurte pas à la question de la mésinformation, la question est-ce qu'il y a un changement climatique, il n'y en a pas, climato-scepticisme. On a vu finalement climato-scepticisme, ça n'a pas tellement de conséquences sur les actions, ni à la mauvaise volonté des gens, mais simplement aux contraintes qui pèsent sur les modes de vie et sur les alternatives qui sont proposées dans les marges budgétaires qui sont celles des gens à qui on s'adresse. Et donc, il y a d'autres études qui nous montrent encore plus clairement que la nôtre que la question de la justice sociale dans l'application des politiques climatiques, elle est essentielle pour stimuler l'acceptabilité de ces mesures. Il y a peut-être aussi un ras-le-bol de l'injonction à tout le temps solliciter consommateurs. Et dans les faits, c'est que si, dans un scénario héroïque, si tous les gens adoptaient toutes les attitudes pro-climat, c'est-à-dire que si tout le monde devenait végétarien, si tout le monde abandonnait de se passer au vélo, etc., on agirait sur 25% de la production de CO2. Donc de toute façon, la question de la diminution de la production de carbone en France n'est pas à la main des consommateurs. La question des modes de production des biens est essentielle, la question de la production d'énergie. Il faut mettre les gens dans la capacité à consommer des biens qui ne consomment pas de carbone au moment où ils sont produits. Et pas à demander aux gens de faire eux-mêmes des efforts de moindre consommation. Si vous ne donnez pas aux gens le choix, on n'avancera pas. Il y a, je pense aussi, un problème sur cette question des politiques d'atténuation. Je pense que, c'est une intuition, mais au fur et à mesure que les catastrophes vont se multiplier, on a un problème de disproportion entre le catastrophisme, les conséquences et les politiques qui sont proposées. C'est-à-dire que de plus en plus, les gens vont avoir du mal à faire le lien entre le fait qu'il y a des tempêtes, des inondations incroyables, et que tout ça se réglerait en prenant moins ma voiture. On va quand même avoir un problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème logique. D'autant que les gens assistent également au fait que sur la planète, il n'y a pas de consensus. Il y a des pays qui sont sortis de l'accord de Paris, certes, ils se sont revenus, que certains pays n'en ont strictement rien à faire des politiques climatiques. On entend parler du Canada qui va continuer à extraire du pétrole dans le nord du pays, etc. Donc, cette idée qu'en plus, on serait les seuls à agir, nous, dans le coin, et que tout le monde ne joue pas le jeu, à mon avis, va renvoyer beaucoup les gens vers la question de l'adaptation, et que la question de l'atténuation va être de plus en plus compliquée à expliquer à la part des publics, et notamment les publics sans doute les moins informés et qui sont les moins instruits, etc. Bon, et sur cette question du relativisme climatique, du climato-scepticisme, je pense qu'il faut arrêter de se stresser un peu sur cette histoire, même si il y a quand même un lien avec l'expansion des populismes un peu partout sur la planète, et que de façon assez nette, les évolutions de ces 2 dernières années sur le climato-scepticisme, elles ont souvent, dans les pays, suivi les grandes périodes électorales, et notamment dans les pays qui ont mis au pouvoir des coalitions d'extrême droite, des coalitions populistes. Ces changements politiques-là ont un effet d'entraînement sur le climato-scepticisme, parce que dans la plupart des pays, les populistes sont climato-sceptiques. On va voir ce que disent aujourd'hui, ce que dit mon président argentin, ce que dit Mélanie un peu moins, mais Bolsonaro. Donc, il y a évidemment un lien très fort, c'est-à-dire que dans ces pays-là utilisent le climato-scepticisme pour travailler sur prenez le cas de l'Inde, hein, la fierté nationale autour du charbon, c'est quand même très compliqué peut-être pour nous à comprendre. Mais en réalité, l'année dernière, on a vu remonter le soutien de la population indienne au charbon, dans la production d'électricité. Mais parce que vous avez aussi des capacités localement de faire non seulement du lobbying, mais de la désinformation, notamment sur les réseaux sociaux. C'est le cas en Inde, c'est le cas au Brésil, évidemment, qui font qu'on arrive à faire tourner un peu la population et au fond, à la convaincre qu'elle n'a pas accepté de sacrifice parce que de toute façon, on n'y peut rien, etc. Il y a aussi le fait que le climato-scepticisme, c'est un objet de déstabilisation des démocraties, puisque je vous renvoie vers les travaux de David Chaval-Arias, par exemple, du CNRS, qui a montré à quel point, à l'été 2022,
la forte offensive climato-sceptique sur Twitter a été orchestrée par les fermatrolles russes et que du côté de la Russie ou de la Chine, stimuler le climato-scepticisme, c'est introduire évidemment du dissensus au sein des démocraties. Donc, il y a en réalité beaucoup de choses qui se jouent derrière cette idée, mais en tout cas, dans les études, on ne voit pas de lien fort avec ce que je fais au quotidien, moi, même si je dis que je suis climato-sceptique. Il faut accepter que le climat, ce n'est pas la priorité partout sur la planète. Et il faut comprendre le fait que les gens sont dans des situations tellement différentes et tellement spécifiques que tout le monde ne pense pas comme nous. Et que du coup, le travail des gouvernants n'est pas tout à fait le même selon les pays. Et puis enfin, on va rappeler que, comment est-ce qu'on explique tout le temps, il n'y a pas de génération climat à l'échelle mondiale, peut-être un peu plus en Europe. Et en tout cas, c'est une idée qui n'a pas beaucoup de fondement. Dernière idée, il ne faut pas trop attendre des catastrophes pour activer une sorte de pédagogie et pour conscientiser les populations. Ce que l'on voit dans l'enquête, c'est qu'il n'y a pas de lien mécanique entre la survenue d'un événement et son interprétation. Il y a, ou plutôt le fait d'en tirer, de dire, sauter en disant oui, c'est le changement climatique. En réalité, les faits sont toujours réinterprétés par les cadres d'analyse des gens. Leur histoire, les idéologies auxquelles ils souscrivent, leurs idées politiques. Et donc, il ne faut pas imaginer que les gens vont aller de plus en plus climato-correctifs au fur et à mesure qu'ils seront livrés à la catastrophe. Moi, je pense même que c'est possible que ce soit l'inverse. Et quand même, ce qu'on a vu l'année dernière, ce qu'on a vu depuis 2 ans, autour de l'idée que finalement le changement climatique, c'est de plus en plus d'origine naturelle, bah, c'est d'une certaine manière la nature qui devient folle. C'est-à-dire que dire que le changement climatique, c'est d'origine naturelle, pour certains, c'est dire que, bah oui, c'est-à-dire que, en fait, la nature est tellement détraquée aujourd'hui que c'est la nature elle-même qui est détraquée et qui provoque ce changement climatique. C'est pas l'homme. Il y a un problème aussi de compréhension, de distance entre l'origine très ancienne, la culpabilité de l'homme dans la production de gaz à effet de serre, etc., et ce que l'on voit aujourd'hui. On voit à cette idée, à nouveau, que la question de l'atténuation va être de plus en plus difficile, paradoxalement, au fur et à mesure que peut-être les catastrophes vont se multiplier. Excusez-moi d'avoir été long. Merci beaucoup. Mais j'en ai fini. Merci. Je vous propose de passer aux questions, si j'arrive à allumer ce truc. Son micro. Oui, mais vous allez parler beaucoup. Je comprendrai. Ouais, donc si vous avez des questions, je peux vous passer le micro. Ah oui. Merci. Oui, je voudrais dire quelques mots sur l'Argentine. Il y a 2 mois, c'était le début du printemps austral et les températures en Argentine étaient déjà caniculaires. Elles étaient à 5 ou 10 degrés Celsius au-dessus de leur niveau historique. Tous les Argentins l'ont perçu, bien entendu. Il y a quelques jours, vous l'avez mentionné il y a 5 minutes, l'Argentine a élu un président qui répète tous les quarts d'heure que le changement climatique, ça n'existe pas. Alors, en arrivant ici, je me disais que l'explication était probablement que les 55% des Argentins qui ont voté pour M. Milei sont des débiles légers. Mais en vous écoutant, je me demande s'il n'y a pas une autre explication touchant peut-être au problème de la justice sociale. Est-ce que l'explication ne serait pas que l'Argentine est une société très inégalitaire, avec de violents affrontements entre les classes, et est-ce que l'élection de ce candidat, à tous égards paradoxal et inquiétant, ne reflète pas cette inégalité? Merci. C'est effectivement une piste très sérieuse. Je pense qu'elle n'est pas généralisable dans toutes les zones géographiques sur la planète. Il y a d'autres. Mais le point commun de tous ces acteurs populistes, c'est d'opposer les élites au peuple. Et aussi de jouer sur le fait que, quand même, notamment je pense à l'Argentine, au Brésil, etc., à ces pays qui, quand même, ont du mal à vous dire que le climat est en tête des préoccupations, on l'a vu tout à l'heure, y compris les préoccupations environnementales.
Ce que vous mentionnez sur les inégalités renvoie au fait que les problèmes simplement de subsistance, chômage, la peur du lendemain, faut que ça, évidemment, le climat pèse assez peu dans cette équation-là. C'est une explication assez simpliste, mais je pense qu'elle renvoie à ce que vous dites. C'est la notion des inégalités. La justice sociale, oui. En tout cas, c'est toujours le levier de ces partis-là de démontrer que, en réalité, les politiques climatiques sont tournées contre le peuple, contre les petites gens, les gens qui n'ont pas les moyens de faire autrement, etc. Ça marche très très bien. Ça marche partout. Mais il y a en plus, après, cette équation de la place quand même de l'enjeu climatique dans les priorités. Par exemple, il y a un truc qui est très très étonnant, c'est de voir à quel point la question de la déforestation au Brésil, par exemple, est un des, et je pense, en tête des sujets environnementaux des Brésiliens. Et ils ont élu Bolsonaro. Et enfin, au mandat précédent, et Bolsonaro a failli repasser. Donc, on a, oui, il y a quelque chose qui se passe au moment des campagnes électorales. Vous avez une capacité de désinformation qui est massive et qui font que, oui, ça brouille complètement les enjeux. Et ce qu'on dit sur l'Argentine, oui, il peut être transposé avec des réserves à pas mal de pays. L'Inde, c'est pareil. Quand vous voyez la situation de l'Inde, et qu'en même temps, vous voyez monter le soutien à l'industrie du charbon, vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sauf que si vous ne comprenez pas, et alors, même exemple que ce que vous m'avez dit sur l'Argentine, l'Inde, au mois de mars, il faisait déjà presque 50 degrés dans certaines régions de l'Inde. Mais pour autant, vous avez un tel poids de certaines industries, de telle dépendance des personnes, tout simplement, à une certaine forme d'économie qui elle-même est dépendance des industries extractives, etc. Que, voilà, ça emporte tout. Merci. Oui, je peux le dire. Oui, Florence. Merci. Bonsoir, merci. C'était très intéressant. J'essaye de convaincre juste des retraités d'une grande banque française d'améliorer leur comportement. Donc, ils sont essentiellement français plus qu'étrangers en l'occurrence. Enfin, voilà, globalement. Mais si on va plus loin que votre dernier slide, que faire? Parce que quelque part, ce que vous avez développé n'est pas très optimiste. Qu'est-ce qu'on peut, sur quel levier peut-on agir pour convaincre, effectivement, en tout cas, ce que vous avez dit recoupe tout à fait un sondage qu'on avait fait. Alors, bon, des employés de banque, hein, c'est catégorie moyenne de Français, relativement moyens, plutôt dans le service, évidemment. Effectivement, ils avaient mis d'abord les déchets, et c'est ce qu'ils font le plus facilement. Mais quand même, l'urgence climatique venait en troisième choix, après tout ce qui était gestion des déchets, gaspillage alimentaire. Oui. Moi, j'essaie de travailler là-dessus, mais que faire? Qu'est-ce que vous préconiseriez pour essayer d'arrêter cette machine infernale? Vous avez des leviers qui sont un peu différents selon les générations. Vous venez de parler du gaspillage, par exemple. Voilà. Le gaspillage, les seniors sont très sensibles à cette question-là, parce que ça renvoie à les injonctions qu'ils ont connues dans la période d'après-guerre. C'est une sorte d'attitude morale qui font que souvent les plus âgés rejoignent les plus jeunes sur un certain nombre de consommations. J'aurais tendance à dire il faut tout faire, c'est-à-dire qu'il faut agir du côté essayer de convaincre qu'un certain nombre de comportements sont des leviers importants, et là il faut aider les gens à se repérer. Il y a une autre question dans laquelle je ne vous ai pas montré, mais on voit à quel point les gens sont paumés, par exemple, pour identifier une vraie facteur d'émission de CO2. Les émissions de CO2, d'abord, vous avez une bonne partie des publics, en tout cas en France, qui pensent que le CO2 c'est un polluant. C'est pas du tout que c'est pas un gaz à effet de serre, et que le lien avec le changement climatique, en fait, il est assez ténu. Daniel Bois, qui réalise l'enquête pour l'ADEME autour de la perception du changement climatique depuis 20 ans, il a une question ouverte où il demande aux gens, c'est quoi la cause du changement climatique? 8% citent le CO2. Donc vous vous rendez compte à quel point on en est en termes de compréhension, et à quel point d'ailleurs cette incompréhension résiste à une espèce de discours permanent autour du CO2. Donc il faut aider les gens à repérer les vraies émissions. Et alors, par exemple, les émissions de CO2, pour les gens, c'est l'industrie
et la déforestation. Donc industrie, chimie, pardon, industrie, transport, déforestation. Oui, ça émet beaucoup. Mais par exemple, l'agriculture, non. Le numérique, non. Les centrales nucléaires, oui, 1 sur 2 pense que oui, en fait, ils sont. Mais autre élément sur lequel il y a beaucoup d'erreurs, l'agriculture, l'informatique, il y a un troisième qui m'échappe. Du coup, quand vous ne comprenez pas la contribution de l'agriculture aux émissions, non pas de CO2, mais de méthane, parce qu'en réalité, ce n'est pas du CO2, mais enfin bon, pourquoi voulez-vous restreindre votre consommation de viande? Il y a quand même, nous, voilà, parce qu'on est très informés, on comprend, mais il y a une partie de la population qui ne comprend même pas pourquoi on lui demande ça. Donc, peut-être qu'il faut repartir au basique. En tout cas, pour ce qui est des comportements. La question de la voiture, évidemment, intuitivement, les gens savent bien que la voiture, ça pollue. Et puis, le passage à la voiture électrique il se fera sans doute tout doucement. Il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup de questions de prix, etc. Bon. Mais, encore une fois, les comportements, c'est bien, mais agir sur le mode de production, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Et donc, c'est la transformation de nos modes de production qui est essentielle. Alors, bien sûr, je ne réponds pas tout à fait avec votre question, parce que vous me demandez comment convaincre les gens de changer leur comportement. Je pense, bon, voilà, donc, identifier les vrais leviers, ne pas penser que trier ses déchets, c'est formidable pour le climat. C'est très bien, mais ce n'est pas fondamental. Qu'en revanche, oui, j'ai retrouvé le troisième levier qui n'est pas identifié. C'est le chauffage. Le chauffage domestique. Les gens ne pensent pas du tout que le chauffage domestique, ça émet du CO2. Or, c'est un des leviers les plus importants. Hein. Alors, en France, on a observé quand même depuis l'année dernière une baisse qui s'est maintenue de la consommation d'électricité à peu près 8%, qui se maintient. Donc, comme quoi, alors sans doute qu'il y a de la contrainte budgétaire, mais alors après, vous avez aussi tout le pendant des sciences sociales qui est très fan des nudges, très fan des incitations à l'insu de. Bon, sauf que les nudges, c'est bien en fait, il faut tout faire. Il faut faire du nudge, faire de la pédagogie, faire de l'incitation. Il faut faire de l'incitation financière. Ce qui marche quand même pas mal, c'est les subventions. Hein. Ou les subventions ou les politiques fiscales sont des leviers qui font bouger les gens. Pourquoi est-ce que les gens n'isolent pas leur logement? Pas parce que ce sont des criminels climatiques et que c'est des gens foutistes. C'est parce que tout simplement, isoler son logement, ça coûte excessivement cher et que vous n'en verrez peut-être pas le bénéfice, la rentabilité de votre vivant. Donc, s'il n'y a pas des politiques publiques excessivement, en tout cas très volontaristes, les gens ne bougeront pas, mais pas parce qu'ils ne veulent pas bouger, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Les nudges, pourquoi pas, quand ça marche. Le problème du nudge, c'est que rien ne nous a jamais démontré que ça marchait dans la durée. Le fameux exemple habituel qu'on donne toujours, la poubelle en forme de panier de basket, la mouche dans l'urinoir de l'aéroport d'Amsterdam, qui consomme depuis 10 ans. Ouais, bon. La question, c'est est-ce que ça marche quelques fois, mais est-ce que dans la durée, ça marche? Bon. Mais vraiment, encore une fois, c'est vraiment le fait de produire de façon non carbonée des objets du quotidien qui transforme dans l'économie. Et derrière, il y a évidemment la question énergétique qui est essentielle. Alors en France, on a réglé un peu le problème du côté de l'électricité, mais on ne l'a pas traité du point de vue de l'énergie. Vous avez encore la moitié de l'énergie consommée en France qui est carbonée. C'est l'énergie qui sert essentiellement à nous transporter ou qui sert à des process industriels. Des process de chauffage notamment, qui sont encore très dépendants du gaz, même s'il y a une électrification. Pardon. Donc là, et la question de la voiture électrique, la question de la voiture électrique, c'est intelligent dans des pays où l'électricité est produite avec de l'électricité bas carbone, pas dans des pays où l'électricité est produite avec du charbon, parce qu'en fait, vous roulez au charbon. Vous voyez que, en fait, la bonne volonté des gens à adopter des modes de consommation se heurte au fait qu'en amont, comment tout ça a été produit et avec quel type d'énergie notamment.
J'avais une question sur la façon dont vous posiez les questions, notamment sur l'acceptabilité des mesures, par exemple, comme la taxe carbone, vous avez en France, évidemment, net, etc. Je me demandais si vous aviez, par hasard, posé une question annexe qui aurait été si on augmentait le prix par la taxe carbone, mais que vous aviez une redistribution, une sorte de revenu climatique, ce serait acceptable ou non? J'imagine que les gens répondraient oui. Oui, évidemment, ça tire les réponses vers le oui. Je ne vous dis pas que l'exercice est inintéressant. Je vous renvoie à l'excellente étude qu'a réalisée l'OCDE en testant justement des dispositifs comme cela, qui consistent à proposer effectivement un certain nombre de mesures et leurs compensations, et notamment sur la question du renchérissement d'un certain nombre d'énergie. Nous, on en est resté simplement à l'idée de renchérir les taxes qui émettent du CO2. Donc on est quand même dans quelque chose qui est, oui, ça renchérit, mais ce sont des énergies qu'on présente comme étant nocives. Voilà. Effectivement, on en reste à ce niveau-là, on ne fait pas l'exercice de... c'est toujours c'est un peu un exercice de labo de faire ce genre faire ce genre d'exercice. Et après, on colore un peu l'échantillon global. C'est-à-dire qu'on a fait quand même passer plein de solutions en même temps. Et quand ils répondent aux questions d'après, ils ont entendu des solutions, des systèmes de compensation, etc., qui peuvent un peu influer. Donc moi, je ne suis pas très fan dans ce genre de dispositif de faire ces questions-là, mais ça peut être absolument passionnant de le faire. En tout cas, ça peut être passionnant pour donner des pistes aux décideurs. Et encore une fois, l'enquête de l'OCDE, ils ont même testé le visionnage de vidéos très pédagogique pour expliquer justement ce que vous dites, c'est-à-dire le fait de la taxation d'un côté et la redistribution de l'autre. Après, une fois que vous avez exposé des gens à des vidéos très pédagogiques, comment ils vont répondre aux questions qui suivent? Moi, d'un point de vue méthodologique, c'est pour ça que je ne fais pas ce genre d'exercice, mais si d'autres le font, c'est très bon. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais deux questions. La première, c'était si on revient sur les tout premiers graphes que vous avez présentés, sur la différence de perception de la réalité du changement climatique qu'il pouvait y avoir entre les pays du Nord et les pays du Sud. Oui. Quelle cause est-ce que vous identifiez à cette différence de perception? Et peut-être une question d'ordre méthodologique pour aller un petit peu plus loin que cette question-là, c'est de façon globale, comment est-ce que vous traitez la question de l'identification des causes dans le travail que vous faites? Parce que ça reste malgré tout un exercice qui est principalement un exercice de statistique descriptive. Et donc ensuite, il y a pour moi la question de comment est-ce qu'à partir de cet exercice-là, on va inférer des causes aux phénomènes qu'on observe et qu'on décrit par ces graphes qui sont par ailleurs très complets. Alors, ce travail d'analyse statistique, notamment au moyen de régression, etc., a été fait dans le bouquin que je vous renvoie. Il y a eu beaucoup de techniques qui ont été utilisées pour justement essayer d'identifier les facteurs. Donc, effectivement, vous avez raison, ici on est plutôt dans la description des résultats, même si c'est de vous montrer avec quelques les travaux quand même sur le fameux paradoxe de l'avant-garde, par exemple, a été calculé au moyen de techniques scientifiques un peu plus poussées. Et donc, c'est difficile de vous répondre effectivement sur la première question. On retombe quand même beaucoup sur des variables sociodémographiques. Il y en a une qui est la plus explicative, c'est le niveau de diplôme. Le niveau de diplôme. Alors, ça n'explique pas complètement pourquoi on a des différentiels nationaux aussi importants. Donc là, évidemment, la question des cultures nationales. Et en tout cas, c'est quelque chose qui, pour tous ceux qui ont travaillé sur justement les données statistiques de l'enquête, c'est que bien souvent, ils butent sur le fait que la première variable explicative, c'est la variable géographique. C'est-à-dire qu'il y a quand même des structures culturelles et nationales qui pèsent quand même pas mal. Je pense notamment au fameux, je crois que c'est dans le paradoxe de l'avant-garde, par exemple. Quand on regarde en Europe, on a des différentiels qui sont un peu plus élevés entre le public changement climatique européen et les autres, par exemple. Donc quand même, ça joue, ça corrige
des variables qui sont identifiées comme pesant assez lourd. Donc, pardon, j'ai un peu botté en touche, mais sur la certitude, c'était ça votre question, hein, sur la certitude d'être face à un changement climatique, ce qui est très troublant, c'est qu'en même temps, c'est pas du tout cohérent, vous l'avez vu, avec l'idée qu'effectivement, on est confronté au changement climatique. Ou en tout cas, qu'on le met en tête des priorités. Quand même, c'est cohérent avec l'idée d'y être confronté directement. Quand même. Et que la vulnérabilité est le jeu. Donc, les pays européens, ils sont moins certains parce que peut-être qu'ils voient moins un peu les signes, mais même si, quand même, ce que l'on voit en France. Il y a un autre élément, je ne vous ai pas mentionné, mais il y a un truc très, très troublant aussi dans cette histoire de question entre le lien entre les catastrophes et l'évidence du changement climatique. C'est qu'on pense, nous, qu'il y a une sorte de rémanence et d'accumulation de la mémoire des événements. Mais en fait, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait ce qui se produit. Parce que quand je regarde les évolutions, par exemple, en France, des citations des catastrophes auxquelles on est confronté depuis quelques années, et ben, cette année, on a vu baisser les sécheresses. On a vu baisser le manque d'eau. C'est-à-dire que ça avait monté en 2022, ça baisse en 2023. La question, elle fait référence à ces dernières années. Et ben, vous avez la force des événements les plus récents qui pèsent aussi. C'est-à-dire qu'en fait, la mémoire est un peu défaillante, mais elle se concentre quand même beaucoup sur la période la plus récente. Et quand on recense les événements, mais Daniel Bois, qui avait travaillé pour l'ADEME là pour le coup sur des inondations qui s'étaient produites en France, etc., et ben c'est pareil, dans les zones qui avaient connu des inondations il y a 2 ou 3 ans, plus personne ne les citait. Et donc, c'est aussi un handicap parce que vous êtes un peu tributaire du dernier été, de la dernière catastrophe, etc. Puis il y a une banalisation. Alors, je pense qu'après, il y a des effets sans doute d'accumulation. Mais en tout cas, ce qu'on voit en France, c'est un peu étonnant. Et il n'y a pas de raison que ça ne se produise pas ailleurs. Pardon, hein, mais la mémoire me revient. Sur l'Australie, par exemple, 2 ans après les incendies qui avaient ravagé l'Australie là-bas, ça a été quasiment divisé par 2, je crois, le taux de citation des incendies. Je me suis dit, mais quand même, quoi. C'est très étonnant. Je voulais revenir sur le risque politique et qui me semble même dans la présentation. Et dans quelle mesure ça serait intéressant de croiser ça avec l'effort réel réalisé par les pays, enfin, les investisseurs en route, l'accumulation, voire la courbe de décarbonation effective, et dans quelle mesure on ne va pas doser l'effort. C'est-à-dire qu'on se rend compte que si on ignore les premières préoccupations, qui d'ailleurs en Europe sont la guerre, pas plus de cette année, hein. Cette année. On comprend bien si on va trop vite et si on parle que de ça, sauver la planète, en ignorant ces premières préoccupations, tout en faisant beaucoup d'efforts, finalement on risque d'être contre-productif en faisant émerger des gouvernements populistes qui ne vont pas soutenir. Est-ce qu'il n'y a pas là on a une analyse à faire sur, finalement, peut-être qu'en Europe, je parle essentiellement de l'Europe, on fait pas mal d'efforts, on a pas mal de résultats. Il y a des points de danger qui apparaissent comme les gilets jaunes, etc. On a encore des démocraties assez fonctionnelles qui sont quand même menacées quand on voit ce qui se passe autour d'ailleurs en Europe. Et est-ce que finalement, c'est un peu paradoxal ce qui me concerne, j'en viens à penser, à titre personnel, moi, quand j'ai fait mes études en arts et métiers comme co-organisateur, j'étais un des seuls par l'environnement dans les années 90, on avait appris à concevoir des voitures, des avions, des armes, pas de question qui a travaillé dans l'armement. Et finalement, là, après toute une carrière dans l'environnement, etc., je me demande dans quelle mesure il ne faudrait pas faire attention aussi à ne pas négliger le reste, et investir dans un certain nombre de mesures sécuritaires pour préserver notre démocratie et pouvoir continuer à dérouler les actions vertueuses. Je ne sais pas si je peux faire très bien comprendre. Si, je ne suis pas sûr que la question me soit adressée, en fait.
Oui, alors, c'est c'est peut-être pour après. Bon, non, mais je vais juste vous donner mon sentiment. Je partage assez. J'y ajouterais le fait que. Alors, d'abord, il faut quand même reconnaître que pour les gouvernants, la tâche n'est pas si facile et qu'ils essaient de parler des choses voilà, qui intéressent. La question de la coupure entre les élites est quand même est un peu posée, hein. C'est-à-dire que le fait d'ignorer un certain nombre de problèmes basiques liés à ce qui contraint le mode de vie des gens, par exemple, est quand même assez spectaculaire. Les Gilets jaunes, c'est pas qu'une jacquerie. Les Gilets jaunes, c'est le fait, globalement, d'une sorte de mépris qui était ressenti tel quel et dont on peut estimer qu'il n'est pas complètement infondé. Bon. Le fait que la plupart des gens qui travaillent aujourd'hui dans les cabinets ministériels ou au ministère n'aient pas de voiture, ils habitent Paris, ils n'ont jamais utilisé de voiture, ils ne savent pas ce que c'est que de se déplacer, de devoir se déplacer en voiture. Donc les décideurs aujourd'hui, qui sont encore essentiellement à Paris, mais même dans les grandes métropoles, ne vivent plus la même chose qu'une partie du territoire. Et donc préserver ce lien et qui est une sorte de préserver une attention et même une connaissance de ce que disent les gens permet de maintenir cet équilibre dont vous parlez entre les grandes thématiques. Bien sûr, vous parlez des guerres, de la sécurité, etc. Bon, je trouve qu'on en parle quand même pas mal. Mais ce qui est absolument terrible, c'est ce qui est en train de se créer en France notamment, cette idée que en fait les élites méprisent et projettent une sorte de savoir et d'injonction méprisante aux catégories sociales pas les plus défavorisées, même moyennes et moyennes moins, et voilà. Je pense que moi, le danger, il est vraiment là, puisque c'est là-dessus que jouent les populistes. Et c'est là-dessus que jouent tous les complotistes. Les complotistes, ils jouent sur cette fracture, évidemment, entre ces deux épreuves, l'idée qu'il vous manque, la vérité est ailleurs, etc. Alors, on a introduit des questions aussi dans l'enquête autour des pratiques médiatiques. On les traitera plutôt en début d'année prochaine. Mais on a introduit une question dans cette enquête qui est est-ce que vous pensez que pour avoir une information fiable, il vaut mieux de se fier à des médias dans lesquels travaillent des journalistes professionnels, ou il vaut mieux aller rechercher une information différente et alternative, par exemple sur les réseaux sociaux? En France, c'est moitié-moitié, hein. Donc, la question aussi de la confiance dans le système, qui délivre l'information, au nom de qui, etc., me paraît aussi essentiel. Au-delà de ce que vous dites sur l'agenda, le fait de tenir compte des priorités. Moi, j'ai une question aussi. Vous avez évoqué le fait que peut-être que le pays n'est pas entièrement la maille satisfaisante pour faire l'analyse. Vous avez évoqué le fait qu'il n'y avait pas les États-Unis. Alors, on a les États-Unis dans l'enquête. On a les États-Unis dans l'enquête. Vous avez dit qu'il n'y avait pas les États-Unis. Non, dans l'indice de vulnérabilité au climat, calculé par Gouvernement, il n'y a pas les États-Unis. Est-ce que vous avez essayé ou envie de faire une sorte de segmentation à l'issue de l'étude, maintenant vous en êtes à la 5e année, et si vous ne l'avez pas faite, quels seraient les éléments de réponse à l'année prochaine? Oui, on pourrait faire une segmentation, c'est évidemment une des pistes d'ailleurs de travail. Il faut quand même choisir assez soigneusement les questions qu'on met dans le modèle. Je crains qu'on retombe assez vite sur la première segmentation, sur une segmentation géographique, et que la deuxième, ce soit une segmentation autour du niveau de diplôme. C'est un peu ce qu'on voit quand même comme des variables qui organisent beaucoup les perceptions. Et alors, il y a dans certains pays, pas partout, il y a aussi les variables politiques. Parce que la variable politique, elle influe quand même dans certains pays, sur le niveau de climato-scepticisme, sur l'adhésion des politiques climatiques, etc. Donc voilà, l'exercice n'est pas fait. On pourrait effectivement se lancer dans une exercice de typologie de segmentation.
On voit quand même, à la première lecture et très descriptive, à quel point quand même, moi je suis frappé dans cette vague-là de voir quand même l'organisation nord-sud qui est quand même assez prégnante sur beaucoup de sujets. Vous voyez la question de est-ce que je constate les effets, est-ce que j'en fais une priorité, est-ce que je suis angoissé ou pas, quelle attitude j'ai par rapport aux politiques climatiques. On voit bien que entre la question de la richesse est quand même assez déterminante. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Bonjour, je suis étudiant en école d'ingénieur, donc c'est un métier. Vous avez mentionné à la toute fin les générations climat et vous avez dit que c'était un terme qui n'était pas fondé, vous avez des chiffres là-dessus? Ah oui, genre, vous les trouverez vraiment, allez regarder le bouquin sorti en avril. Vous avez un chapitre qui a été écrit par Olivier Galland sur ce sujet-là, qui montre toute la distribution par âge des réponses, sur lesquelles vraiment on ne voit vraiment pas de différence. C'est quoi le bouquin par rapport Le livre s'appelle Une opinion mobilisée. Voilà, il concatène les résultats des 4 dernières vagues, mais avec un travail universitaire qui est fait dessus. Vous le trouverez je ne l'ai pas amené, je ne l'ai pas apporté, mais vous le trouverez sur le site d'EDF téléchargeable gratuitement. Alors, non seulement on ne voit pas grand-chose sur, du point de vue de la perception de la réalité, l'adhésion à la réalité du changement climatique, mais y compris sur le climato-scepticisme, sauf en Europe. Alors, en Europe, c'est vrai que les moins de 25 ans sont un peu plus mobilisés, un peu moins climato-sceptiques que le reste. Mais partout ailleurs, c'est peut-être une spécificité européenne, mais encore, elle n'est pas massive. Mais ailleurs, par exemple, vous allez avoir dans certains pays du Moyen-Orient, d'Afrique, ce sont les plus âgés qui clament que le changement climatique est d'origine humaine, pas les plus jeunes. Donc il y a des renversements assez étonnants, nous qui sont évidemment ceux qui ne s'attendaient pas au début, mais qui font que, oui, je sais bien, il y a une génération climatique médiatique, c'est-à-dire qu'en fait les médias, je pense que la question le climat est la question de votre génération. C'est-à-dire que d'une certaine manière, si on se mobilise, c'est plutôt sur la question climatique aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la thématique de votre génération, comme peut-être le marxisme l'a été dans les années 70, pour la jeunesse de l'époque. Et pour autant, même s'il y a des marches pour le climat, donc quand même, les marches pour le climat et les études sociologiques qui ont été faites sur les marches pour le climat ont montré à quel point les marcheurs étaient quand même très typés sociologiquement, souvent issus des catégories aisées. Voilà, c'est un peu la crème de la jeunesse quand même qui se donc les médias ont envie de croire à ça, ont eu beaucoup envie de croire à ça pendant toutes les années là, jusqu'au début de 20. Depuis, il y a tellement d'études qui montrent l'inverse que quand même les journalistes commencent à intégrer le fait que cette génération climat, on l'a peut-être beaucoup, elle s'est beaucoup exprimée, mais au fond, elle est l'écume d'une jeunesse sociologique, d'une jeunesse qui sociologiquement est beaucoup plus diverse. Et d'ailleurs, on pourrait dire qu'il y a une jeunesse, peut-être une génération climat, mais en fait, il y a aussi une génération à Dubaï, hein. Une génération, les Marseillais à Dubaï, la génération des réseaux sociaux, de TikTok, etc., qui ne manifestent pas un enthousiasme climatique ou environnemental particulièrement fort. Et il y a une partie de la jeunesse, et pas une partie faible, qui reste très attachée aux signes ostensibles de statut liés à la consommation. Quand on fait des typologies sur la jeunesse aujourd'hui, une bonne partie de la jeunesse qui ne rêve que d'une chose, c'est de consommer, et pour lesquels les signes ostentatoires des marques, etc., sont excessivement importants. Donc oui, il y a une partie de la jeunesse qui est effectivement mobilisée, mais ce n'est pas toute la jeunesse. En tout cas, là je vous parle des résultats en France, mais c'est sans doute le cas en Europe. Et puis vous avez une jeunesse qui est écrasée. Qui est écrasée. Vous avez une jeunesse qui aujourd'hui, qui est la jeunesse
plutôt des périphéries, de la jeunesse qui sort. Je vous rappelle qu'il y a, je crois, 80 000 jeunes qui sortent tous les ans sans diplôme du système éducatif français. La jeunesse, c'est la variable d'ajustement de l'économie française en termes de flexibilité. C'est là où se concentre toute la flexibilité du travail et la précarité. Donc en fait, le vrai problème de la jeunesse, c'est pas tellement le climat, hein. C'est plutôt son insertion professionnelle, sa difficulté d'insertion professionnelle, le problème de ses revenus et le problème de l'inadéquation du système éducatif avec le marché du travail. Et vous avez une bonne partie de la jeunesse qui est en fait dans une situation de relative précarité, ou pas, mais qui a du mal à s'insérer, ou qui a son horizon relativement bouché, pour lequel les déplacements sont chers, et qui, idéologiquement, penche du côté des partis identitaires ou autoritaires. Il y a un papier de Pascal Perrineau qui est sorti dans Figaro aujourd'hui sur les leviers, la raison de la montée du Rassemblement national en France, et il donne le fait qu'aujourd'hui, c'est le premier parti chez les jeunes. Bon. Donc attention à toutes ces projections qu'on met sur la jeunesse, qui nous viennent des médias, qui nous viennent souvent du fait que les journalistes ont des enfants qui se comportent exactement comme ils le décrivent, comme ils le souhaitent. Bien souvent, les journalistes, ils ont des enfants qui sont étudiants, conscientisés, plus de gauche, etc. Et donc, ils pensent que... Et d'ailleurs, mais il n'y a pas que les journalistes. Les milieux que nous fréquentons disent tous, mais nos enfants, ils sont vachement écolos, ils sont... Ah oui, mais on fréquente que des cadres. Donc, en fait, c'est que des enfants de cadres. Attention au biais de perception. Il y a toute une partie de la jeunesse qui n'est pas du tout là-dedans. Excusez-moi d'avoir tapé comme ça dans mon C'est peut-être notre optimisme. Non, c'est pas de l'optimisme. Au contraire, moi, je sors un peu de mon rôle, mais moi, je suis, par exemple, particulièrement sensible. Enfin, je ne comprends pas pourquoi aussi on mettrait en accusation très fortement la jeunesse sur le fait que, bah oui, elle continue à prendre l'avion. En fait, les jeunes continuent à prendre l'avion, et assez largement. Et à un moment, il faut aussi accepter que l'âge de la jeunesse est un âge pendant lequel on ne peut pas formuler des contraintes qui sont très très fortes sur un âge où on a besoin de la question de l'ouverture, la question du voyage, du contact avec l'autre est quand même très important pour structurer une personnalité. Si on commence à faire peser sur cette période de l'âge des contraintes en disant oh là là, mais oui, vous êtes très écolo, mais en fait, vous prenez l'avion, etc. C'est aussi détestable, à mon sens. Il faut aussi prendre en compte le fait que l'âge est une période d'apprentissage. La jeunesse est l'apprentissage des rôles adultes. Et donc, c'est une période dans laquelle on apprend, on tâtonne, on a le droit de se tromper, et on a le droit un peu de dériver. Voilà. Ça n'a rien à voir avec mon rôle de directeur des études. Merci beaucoup, Didier. Je voulais vous remercier tous et essayer de me rattraper parce que j'ai oublié de citer les arts et métiers tout à l'heure dans mon intro. Et donc, effectivement, c'était une manifestation qu'on a organisée avec les arts et métiers. C'est la deuxième manifestation qu'on organise ensemble. On avait fait quelque chose sur 2% pour 2 degrés. Et on concocte des choses à venir probablement très sympathiques. Voilà, en tout cas, on est très content que vous ayez été parmi nous. Et on espère vous voir bientôt. Merci encore. Et donc, rendez-vous lundi, tous les résultats seront disponibles sur le